Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver chaque semaine comme d'habitude pour débriefer, analyser, comprendre l'actualité avec Thomas Porcher, surtout pendant cette période présidentielle où nous avons tant de discours politiques qui gravitent autour de nous. Au programme, aujourd'hui, on va chercher les dessous de l'entretien de notre président de la République, Emmanuel Macron, sur TF1 mercredi dernier. On décrypte le discours de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, quand il dit vouloir maîtriser nos dépenses de santé. Et enfin, nous reviendrons sur la fameuse Alliance des gauches. Avant de commencer cet épisode de l'Instant Porcher, je voulais vous parler d'un sujet très important. Le Média TV entre dans une phase cruciale qui conditionne sa survie, une campagne de dons de fin d'année. Nous avons besoin de notre audience pour ne pas crouler sous le déficit structurel qui est le lot des médias indépendants qui font le choix de ne pas dépendre des mécènes milliardaires ou de la publicité. Il s'agit pour vous de nous faire un don sur la plateforme OKPAL, un don défiscalisé à 66% pour ceux qui paient des impôts sur le revenu, ce qui signifie que si vous nous donnez 100 €, il vous en coûte seulement 34. On commence cet Instant Porcher en allant comprendre et fouiller l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 mercredi dernier. Alors au départ, j'aurais aimé vous diffuser des extraits de l'entretien pour en discuter et décrypter ensemble, ce qu'on a pu également faire dans la contre-matinale de jeudi dernier. Mais impossible de diffuser des extraits car ils sont bloqués systématiquement sur YouTube par TF1, LCI et la famille Bouygues. Et pourtant, dans ce pays, la loi est claire, les discours du président de la République relèvent de l'exception au droit d'auteur. Ils ne peuvent donc pas être privatisés et personne ne peut se les approprier. Et on comprend pourquoi le législateur a voulu qu'il en soit ainsi pour garantir le débat politique, la parole critique et citoyenne sur une intervention officielle du chef de l'État. Aparté terminé, Thomas, on va quand même en parler ensemble. Macron nous a confié qu'il avait pris conscience des inégalités, qu'il avait redressé l'hôpital public. Toi, qu'est-ce que tu penses de sa position et de son discours sur ces sujets qu'on a entendus mercredi dernier ? Alors, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Parce qu'il y a vraiment le Macron de 2017, et puis là, il y a le nouveau Macron. On en a eu l'impression qu'il a failli pleurer 3 fois, là, au moment des inégalités, quand il a commencé à aborder ce thème-là, en disant qu'il avait été en Seine-Saint-Denis, qu'il avait rencontré un maire d'une ville. Alors, on sait que c'est le maire de la Courneuve, Gilles Poux, puisque dans une autre interview, il avait dit que c'était ce maire-là qui lui avait dit voilà, que les enfants qui ne vont pas à l'école ne peuvent pas se nourrir quand les parents allaient encore travailler pendant la pandémie. Puis il nous raconte pareil, que l'hôpital s'est mobilisé, que les médecins retraités, les étudiants, et que ça a été quelque chose de beau. C'est ce qu'il nous dit, avec un gros plan sur son visage. Mais vraiment, on s'est cru au théâtre. C'était assez, en termes de forme, on était proche des grandes années de propagande pour moi de certains pays ex-communistes. Mais ce qui est assez marrant, c'est que, ok, il dit ça très bien. Mais c'est quoi le Macron de 2017 que les gens ont porté? C'est quoi? C'est déjà Macron qui avait dans son programme de 2017 une économie de 15 milliards sur l'assurance maladie. Donc à l'époque, l'hôpital, autant dire que c'était plutôt la purge du système de santé publique. C'est aussi quelqu'un qui avait dit, par exemple, puisque là maintenant il s'est rendu compte qu'il y avait des inégalités, mais qui avait dit qu'un des grands malaises français, c'était cette volonté d'égalité qui s'était transformée en égalitarisme jaloux. C'est ce qu'il a dit quand il était ministre de l'économie. Puis là, il se rend compte qu'au final, il y a des inégalités en France. Et moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que quand il a été en Seine-Saint-Denis et qu'il a rencontré ce maire, c'est très bien, c'est une bonne chose qui rencontre un maire et qu'il aille en Seine-Saint-Denis il y a plus de 40 ans. Mais il y a un rapport qui est sorti un an après, qui a été fait par ce maire, un rapport sur l'inégalité des territoires, prenant comme exemple notamment la Courneuve, mais d'autres villes de France. Moi, j'avais écrit la préface de ce rapport. Avec le maire de la Courneuve, on avait même rencontré la conseillère sociale d'Emmanuel Macron en lui présentant un certain nombre de chiffres qui étaient hallucinants sur les taux de pauvreté qu'il y avait dans cette ville-là, sur les manques de fonctionnaires, sur la baisse des dotations aux collectivités locales qui ont été divisées par 2 depuis Hollande et poursuivies par Macron. Il y avait tout un tas de chiffres qui étaient très clairs et qui n'ont pas emmené de réaction. Et à ce moment-là, mais quelques mois avant la pandémie, il y avait les professeurs du lycée Jacques Brel de la Courneuve qui manifestaient devant le rectorat parce qu'on passait les effectifs de leur classe de 28 à 35. Vous savez que dans ces villes-là, 7-8 élèves de plus, c'est pas pareil qu'à Henri IV, ce sont des élèves qui vivent dans des familles où il y a une famille sur 2 qui est sous le seuil de pauvreté, où il y a parfois un cumul de désavantages, et où, si on veut donner des chances à ces élèves-là, qui partent avec des sacs de sable accrochés aux pieds, ben justement, il faut faire en sorte qu'ils soient moins par classe. Et en plus, il y avait une suppression des cours du soir, pour manque de moyens. Et ce que demandaient les professeurs, c'était de revenir à des classes de 28 et de faire revenir ces cours de soir. Personne n'a répondu à ça. Et à la rentrée, là, cette rentrée-là, puisque Macron avait déjà rencontré le maire, il n'y avait toujours pas d'infirmière dans ce lycée-là, alors qu'on est toujours en pleine pandémie et qu'il y a plus de 1000 élèves. Donc vous voyez, il y a les mots comme ça,
Et puis après, il y a les actes qui sont toujours éloignés des mots. Et puis même de manière générale, quand on se pose 2 minutes, on se dit, quand même, on a élu un président de 40 ans qui nous annonce en fait qu'il ne connaissait pas vraiment la France en fait. Il connaissait une partie de la France, les grandes écoles, ça c'est sûr, hein, on en a beaucoup parlé, aux fonctionnaires aux finances, Rothschild, les commissions, Attali, etc., les ministères, mais la France en elle-même, il nous l'avoue là, finalement, qu'avec les Gilets jaunes, qu'avec ses visites en Seine-Saint-Denis, qu'avec ses visites à l'hôpital, il a découvert finalement son pays. Et ça, c'est un vrai problème. Et je finis là-dessus, c'est que je vais faire un petit parallèle avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a sorti un livre. Dès le début de son livre, il explique qu'il était avec De Villepin sous les dorures, quand De Villepin était Premier ministre, donc il était sous les dorures, etc., avec De Villepin, et puis qu'il a été élu député de l'Eure, et que là, il a été rencontré dans sa permanence une jeune femme, et là, il vous explique à quoi ressemblait la permanence en faisant un parallèle avec les dorures qu'il avait connues avant. Et là, il se dit, j'ai rencontré quelqu'un qui était assistante médicale, qui avait des problèmes d'argent, je n'ai pas su l'écouter, et j'ai vu que plus tard, elle était devenue gilet jaune. Donc là, on apparaît un ancien ministre qui est né à Neuilly, qui a fait des grandes écoles, etc., qui théorise le fait qu'il rencontre pour la première fois une partie de la France qu'il ne connaît pas. Et là, Macron, c'est ce qu'il a fait dans cette interview sans s'en rendre compte. Il a voulu nous dire qu'il a changé, mais il a théorisé le fait qu'à 40 ans, il a découvert qu'en France, il y avait des inégalités, qu'il y avait des gens qui trimaient, que l'hôpital public était au bout, que les profs étaient au bout, qu'il y avait une colère chez certaines classes de la population et qu'il fallait y remédier. Donc là, il y a quand même un vrai problème de déconnexion qui a été mis au grand jour, en réalité, dans cette interview. Il a dit beaucoup de choses ce soir-là. Il a dit aussi « mes valeurs ne sont pas celles d'un président des riches ». Donc il s'est vraiment défendu contre ça. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette phrase-là ? Mais moi, je regarde les faits, encore une fois, les premières mesures qui ont été mises en place. Quand Macron est passé au pouvoir, les premières mesures qu'il a mises tout de suite en place, très rapidement, il n'a même pas attendu 3 mois, c'est la baisse de l'ISF. Donc la baisse de la fiscalité, la réforme sur l'ISF, qui ne taxait plus tous les placements financiers. Alors, il faut le répéter, quand vous avez 1 300 000 euros de fortune, ce qui est pas mal, souvent, elle est composée majoritairement d'immobilier. Là, ça n'a pas changé, vous payez toujours l'ISF. Par contre, quand vous avez 20-30 millions d'euros de fortune, ce qui concerne une petite partie de la population, 80% ce sont des placements financiers. Et là, ça veut dire que sur cette fortune-là, sur 80%, vous ne payez plus d'ISF. Donc il a inventé, Macron, la régressivité sur les plus riches. Plus vous êtes riche, moins vous allez payer d'ISF. Donc il a offert 4 milliards de baisse de fiscalité à ces 1% de la population qui détiennent 25% du patrimoine global français, c'est-à-dire tous les bâtiments et tout ce qu'il y a dans les comptes, dès le début. Puis il a fait la flat tax, c'est-à-dire une baisse de taxes sur les revenus financiers. Quand vous êtes au SMIC, vous n'avez pas de revenus financiers. C'est quand vous êtes dans les 10% les plus riches, et plus vous êtes riche, plus vous en avez. Puis il a fait la loi travail, qui réarmait le patronat face aux salariés, puisqu'on a le droit maintenant de changer les salaires, de modifier les temps de travail au cœur de l'entreprise. Donc il a fait une série de réformes très rapides, dont certaines qu'il a passées par ordonnance dès le début de son quinquennat, en faveur des plus riches. Donc il ne peut pas dire, et sur le reste, il a fallu une pandémie, etc., pour qu'il se rende compte des choses. Donc c'est un président clairement qui est un président des riches, puisque les mesures, réformes globales qu'il a fait, si on fait le bilan de son quinquennat, est en faveur des plus riches. Derrière cette interview, c'est quoi sa stratégie politique selon toi? Parce qu'on a vraiment pu l'entendre dire, certains sont en campagne, votre serviteur non, moi je ne fais pas de politique. Moi je pense que là, ce qui s'est dit, et c'est pour ça qu'il a fait cette interview, et c'est pour ça qu'il y avait tous ces moments émotion dans cette interview, où vraiment il expliquait qu'il s'était rendu compte d'un certain nombre de choses. Moi je pense que Macron, sa stratégie, ça a toujours été d'occuper le plus le centre possible, et de laisser de gauche comme à droite ce qu'on va appeler les extrêmes. Là, il a vu qu'à droite, je pense qu'il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Parce qu'il ne restait pas grand-chose, il restait des miettes que Valérie Pécresse a récupérées. Mais il a pris vraiment beaucoup à droite. Et dans les derniers sondages des élections, notamment européennes, tous les gens qui avaient voté Fillon se sont rabattus souvent sur Macron. Donc il se dit là, Valérie Pécresse récupère les miettes sur une stratégie très dure, un peu à la Fillon, c'est-à-dire 500 000 postes de fonctionnaires en moins, elle est capable de nous sortir, des coupes très fortes sur la dépense publique, mettre la dette au devant. Des choses assez brutales. Donc lui, là-dedans, il veut apparaître comme le réformateur éclairé. Mais le réformateur quand même. Je vais faire la réforme des retraites, etc. Mais chaque chose en son temps. Mais je vais faire les réformes. Voilà, je suis pragmatique. Donc là, il n'y a plus rien à récupérer. Et puis il dit, finalement, c'est très, très bien que moi, je sois d'une droite un peu à la Le Maire, parce que Pécresse va être obligée d'être de plus en plus à droite et à la fin, peut-être même être du côté qu'il y ait des superpositions avec l'extrême droite.
Donc là-dessus, il n'a plus rien à récupérer. Par contre, qu'est-ce qu'il voit à gauche? Il voit à gauche qu'il a récupéré déjà énormément. Enfin, il faut voir ce qu'il a récupéré à la primaire du PS. Valls, de Rugy, j'en passais des... Pascal Durand, Pascal Canfin, chez Europe Écologie Les Verts. Il a récupéré comme un fou. Mais il se dit, il y a encore quelque chose à récupérer. Notamment avec le naufrage d'Anne Hidalgo, qui ne marche pas très bien. Il se dit, bon, il faut que j'apparaisse comme un mec qui reste crédible et qui ne va pas casser la baraque face à ceux qui veulent casser la baraque et qui s'est rendu compte quand même qu'il y avait un problème sur le climat, sur les inégalités, sur l'hôpital, un peu le service public, et qu'on va faire en sorte que, sans être démago, de bien traiter ces histoires-là. Donc il y a une volonté vraiment là d'aller chercher, on va dire, quelques voix, celles qui restent, sur la gauche social-démocrate, clairement. Moi, je pense que c'était ça son objectif. Et c'est pour ça qu'il nous a fait un truc, j'ai compris la France, je suis triste, c'est des séquences émotions avec des gros plans où il était à la limite de pleurer. C'était pour charmer la gauche social-démocrate. Voilà. Parce que la gauche, finalement, un peu plus extrême, elle ne pourra pas tomber dans le piège de Macron. Elle est beaucoup trop loin. Il faut maîtriser nos dépenses de santé, c'est ce que nous affirme Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes et ancien ministre de l'économie et des finances sous François Hollande. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, en pleine pandémie et crise de l'hôpital public? On l'écoute, il était sur France Inter mardi 14 décembre. La Cour des comptes donc prône un certain nombre de réformes dans la santé en vue de faire des économies, on l'a entendu. Qu'est-ce que t'en penses toi? Et je trouve ça assez grave, mais ça ne m'étonne pas de la Cour des comptes. En fait, la Cour des comptes, pandémie ou pas pandémie, crise ou pas crise, elle va dire toujours la même chose. Grosso modo, il faut réduire les dépenses publiques, et notamment les dépenses de santé. Il faut faire en sorte que les Français travaillent plus longtemps. Il faut qu'il y ait moins de fonctionnaires. Il faut baisser la dépense publique. C'est toujours la même chose. Et là, ce qui est grave, c'est que ce discours-là, qu'on le prenne post-pandémie, parce qu'on n'en est pas encore sorti, on est en plein dedans, on parle de 5e, 6e vague, l'hôpital est à bout, mais qu'on soit en pleine pandémie ou qu'on soit avant la pandémie, le discours ne change pas. Donc on vous parle de baisser les dépenses publiques, maîtriser, faire en sorte de mieux organiser, c'est toujours la même chose. Donc je ne suis pas surpris, mais je pense qu'il faudrait à un moment se poser la question de l'utilité de la Cour des comptes, en fait. Parce que la Cour des comptes devrait faire de la pédagogie, justement, sur les comptes, sur l'utilité de la dépense publique, ce que ça rapporte ou pas, et ainsi de suite. Mais ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle fait toujours, ce ne sont pas des économistes, ce sont plutôt des juges, mais elle fait toujours le même type de constat. C'est-à-dire, la seule politique qu'elle défend, c'est une politique d'économie, constamment. Quelle que soit la conjoncture et quels que soient les besoins. Tu as commencé à le dire, on l'a vu, Moscovici, il a fustigé la dépense publique, mais il dit être contre l'austérité car cela appauvrit le service public, je le cite. Il parle de gisement d'efficacité et d'organisation, de numérique, de développer les professions intermédiaires, d'augmenter les tarifs hospitaliers. Bref, en avant la performance. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration, toi ? Mais déjà, alors, moi, c'est le nouveau truc. Comme tout le monde s'est rendu compte que l'austérité ne servait à rien, que l'austérité avait replongé la zone euro dans la crise après la crise de 2008, et d'ailleurs la Cour des comptes soutenait cette austérité, rappelons-le, peut-être que si elle n'avait pas soutenu à ce moment-là, on n'en serait pas là, que ça a mis des années à la France et à la zone euro de revenir à son niveau de richesse d'avant-crise 2008, quand d'autres pays ont mis beaucoup moins de temps parce qu'ils n'ont pas pratiqué ces politiques d'austérité. Donc ça, il faut le dire. L'austérité, aujourd'hui, on ne le dit plus, mais malgré tout, on propose des politiques qui sont de l'austérité. Parce que de l'économie, c'est rien d'autre que l'austérité. Et son histoire de meilleure organisation, de gisement de performance, tout ce vocable, ça vient d'où? Ça vient du New Management Public et du New Public Management que l'on fait depuis des années à l'hôpital. C'est les tableurs Excel, c'est les rotations de lits, on s'arrange pour que les gens restent moins longtemps, pour pouvoir donner... Voilà, c'est en fait cette histoire de dire, on va demander aux gens de faire plus avec moins. C'est à ça que ça sert, l'organisation, soi-disant. Voilà. Et au final, ça finit par quoi? Ça finit par ce que l'on connaît dans l'hôpital. Les burn-out, les gens qui sont fatigués, les gens qui ne veulent plus travailler dans l'hôpital parce que justement, ils voient que le jeu n'en vaut pas la chandelle, ils sont poussés à bout. C'est à ça que ça aboutit. Donc aujourd'hui, il faut partir de la base. Il faut un petit peu écouter le personnel. Qu'est-ce qu'il demande le personnel hospitalier? Il demande très simplement plus de personnel, plus de moyens. Voilà. Eux, ils sont au cœur de la pandémie. Voilà. Que demandent les gens dans les écoles? Pareil. Plus de moyens, plus de personnel. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui veulent être infirmières. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui veulent être profs. Les profs font partie des moins bien payés de l'OCDE. Et on en passe et des meilleurs, c'est ça le service public. Donc attaquer comme ça aujourd'hui en disant oui, il y a des gisements d'efficacité, on pourrait faire mieux avec moins, il ferait mieux de regarder les chiffres puisqu'il fait partie de la Cour des comptes. Et moi, je le répète souvent, depuis 1978, la part de la dépense publique qui est consacrée à la fonction publique, c'est-à-dire aux administrations, est stable. Donc, qui ne nous disent pas que ça augmente, c'est stable. C'est à 18% du PIB. D'accord? Donc, la vraie question qu'il faut se poser peut-être aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas l'augmenter un peu plus? Et quand on va à la base et qu'on écoute ce que demandent les gens, ils demandent toujours plus de moyens et plus de personnel. Moscovici a souvent répété que la Cour des comptes ne faisait pas de politique. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Non, mais la Cour des comptes fait de la politique.
La Cour des comptes c'est ça en fait qui m'embête, moi. C'est que des gens aujourd'hui qui vous disent il faut que les gens travaillent plus longtemps, qui vous disent que oui, il faut maîtriser la dépense publique, parce qu'on a une des dépenses publiques les plus élevées, sans vous expliquer pourquoi nous avons une des dépenses publiques les plus élevées. Parce que vous savez, les retraites chez nous, elles sont publiques et par répartition. Si demain on les passe tous en capitalisation et dans le secteur privé, on a une des dépenses publiques les plus faibles de la zone euro. Donc il faut vraiment expliquer aux gens qu'en fait la dépense publique, c'est quoi? C'est seulement un chiffre qui vous indique ce que l'on veut donner au public et donner au privé, c'est tout. Si on a 57% de dépenses publiques, 57% du PIB, ça ne veut pas dire qu'il reste 43% pour le privé. C'est faux. En fait, c'est une mesure que l'on compare au PIB, une valeur. En fait, si on regardait le secteur privé représente 200% du PIB si on accumulait les mêmes montants que la dépense publique. Donc aujourd'hui, la Cour des comptes devrait faire de la pédagogie. Or, ce qu'elle fait, ce n'est pas de la pédagogie, elle fait de la politique. Et sa politique, ça vise à arriver à réduire les déficits, à faire en sorte qu'on soit à l'équilibre. Mais je veux dire, ça ne veut rien dire. Je veux dire, si on avait écouté la Cour des comptes là, pendant la pandémie, il n'y aurait pas eu de chômage partiel, il n'y aurait pas eu de déficit. Et la plupart des entreprises se seraient écroulées, les gens auraient dû survivre dans des conditions horribles. Je veux dire, il a fallu creuser les déficits pour soutenir l'activité. C'est de la politique macroéconomique contracyclique. Donc dire qu'il faut toujours réduire les déficits et faire des économies et regarder les comptes, c'est quelque part appliquer une politique libérale. Voilà, il faut le dire. Et M. Moscovici, aujourd'hui, même s'il était au Parti socialiste, mais on ne va pas faire de commentaires sur la politique économique du Parti socialiste, mais il applique une politique libérale. Et la Cour des comptes, en fait, c'est le temple du néolibéralisme. Il faut le dire, c'est rien de plus. Et ça tape toujours les mêmes fonctionnaires, les catégories C, les fonctionnaires des collectivités locales. Après, il faut voir Moscovici, le salaire qu'il a, parce que lui, c'est un fonctionnaire aussi. Et là, on n'en parle jamais des économies sur les hauts fonctionnaires, parce qu'il a un salaire qui dépassait 10 000 euros. Vous voyez, plus un cumul avec ses anciens postes. Tout ça, c'est de l'argent public. Jamais on entendra la Banque de France, la Cour des comptes, vouloir réduire le rythme des hauts fonctionnaires. Jamais. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il faut supprimer des catégories C dans les collectivités locales qui ont une utilité dans le périscolaire qui était en grève il y a 2 jours, dans la culture, dans les loisirs, alors là, il n'y a pas de problème. Il faut supprimer. Donc non, je pense que la Cour des comptes, elle doit être réformée de fond en comble pour justement faire de la pédagogie sur ce qu'est la dépense publique et son utilité, plutôt que de nous dire depuis à peu près sa création qu'il faut faire des économies. La fameuse alliance des gauches, on en a un tout petit peu parlé ensemble la semaine dernière, Thomas, on va revenir dessus aujourd'hui. La maire de Paris et candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo, a appelé sur le plateau du 20h de TF1 à l'organisation d'une primaire de la gauche le 8 décembre dernier, emboîtant le pas à l'ancien ministre de l'économie de François Hollande, Arnaud Montebourg, qui, dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux la veille, s'est dit prêt à offrir sa candidature et a appelé à un rassemblement de la gauche derrière un projet commun. Anne Hidalgo, le matin même de sa déclaration, affirmait pourtant sur France 2 qu'une union artificielle ne fonctionnerait pas. Depuis, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont décliné l'offre, si je puis dire. Les militants de la primaire populaire, depuis des mois, eux, sont ravis et tentent par tous les moyens de convaincre les personnalités des gauches. S'agitent aussi les rumeurs et surtout les militants qui prônent la candidature de Christiane Taubira. « Je ne serai pas candidate », déclarait-elle en septembre dernier, même si aujourd'hui, 3 mois plus tard, le doute est entretenu. Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie, encore une fois, de primaire et d'alliance des gauches pour gagner l'élection présidentielle? Alors, moi, je suis surpris par la capacité que les gens ont à oublier, et donc ce qui les amène à refaire en fait toujours les mêmes propositions. C'est un peu comme l'histoire de Macron, là, pour faire un petit détour. C'est-à-dire Macron, il peut nous dire maintenant que c'est un président qui veut lutter contre les inégalités, etc. Parce que les gens oublient ce qu'il a été en 2017. C'est la Startup Nation, l'ubérisation, c'est fini maintenant. Il passe à autre chose, mais les gens ont oublié. Donc, vous savez, quand les gens sont comme ça, on peut leur faire gober un peu n'importe quoi. Et là, sur la primaire, c'est pareil. Moi, j'ai fait partie, mais vraiment, j'étais de l'intérieur de tous les appels à des primaires de gauche qui existent depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Je vous fais un petit rappel parce que c'est intéressant. En 2015, il y a un certain nombre d'intellectuels, Thomas Piketty, Julia Cagé, Thomas Porcher, Raphaël Glucksmann et Yannick Jadot de Politique, qui font un grand appel dans Libération, qui fait aujourd'hui le même type d'appel, pour une grande primaire de gauche. À ce moment-là, pourquoi j'ai signé cet appel de primaire? Parce que je me suis dit, voilà, il y a une rupture qui se fait avec Valls, Premier ministre. Valls, Premier ministre, politique de l'offre de Hollande, CICE, loi travail, etc. Et là, il y a un certain nombre de frondeurs qui disent, ça, c'est pas ma gauche, qui sont des social-démocrates, mais qui disent, c'est pas ma gauche. Et vous avez donc un bloc qui se reconstitue, frondeurs, M. Hamon, Montebourg, Cécile Duflot, etc., Aurélie Filippetti, frondeurs, et de l'autre côté, on va dire la gauche LFI, insoumise, etc. Et je me dis, il y a un bloc là qui peut être majoritaire, qui se reforme.
Donc je dis, pourquoi ne pas organiser dans ce bloc-là une primaire ? Ça se tenait. On se réunit tous à la Bellevilloise, tout le monde vient, etc. Ça n'a abouti à rien. La moitié des gens qui ont voulu organiser cette primaire se sont retrouvés avec Macron. L'autre partie se sont retrouvés seuls ou avec le PS. Voilà, ça n'a abouti à rien. Donc moi, je prends acte, ça n'a abouti à rien. Puis après, vraiment, c'est important de revenir à ça. Après, il y a Hamon, sur une ligne plutôt de gauche, dans la social-démocratie, qui gagne les primaires du PS. Et donc là, un certain nombre de tribunes sortent, signées par Caroline de Haas, Maxime Combès, d'Attaque, Mathilde Larère, l'historienne, etc., disant on veut une alliance Jadot, et moi-même d'ailleurs qui ai signé, on veut une alliance Jadot, Mélenchon, Hamon. Voilà. Moi j'ai signé les 2 tribunes qui ont fait ça, plus j'ai signé une autre tribune dans Le Monde avec Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances, pour dire qu'il fallait faire un bloc anti-austéritaire contre Macron. Ça sort, ils se parlent un peu, rien ne se passe, etc. Ça finit comme on le sait, Jadot va avec Hamon, il cède sa place, donc je pense qu'il aura du mal à la recéder là, et Mélenchon fait tout seul 19%. Donc là, il y avait aussi un autre moment, ça ne s'est pas passé. Et puis après, ce truc de primaire est revenu plus ou moins. Alors l'année dernière, c'est revenu, Jadot les a appelés à se réunir, ils se sont réunis, alors avec des gens qui étaient élus de En Marche, Aurélien Taché, Mathieu Orphelin, qui sont aussi venus à la réunion. Enfin, après, il faut voir où est-ce qu'on met la limite de la gauche. Et puis ça n'a abouti à rien. Et là, aujourd'hui, ils vous ressortent ça. Et des gens disent « Oui, c'est la solution, c'est la solution ». Mais les amis, je vais dire, mais regardez les 6 dernières années, c'était les mêmes. Ça n'a jamais abouti à une candidature unique. Il y a des grosses différences, il y a des différences majeures. Ça n'a jamais créé une dynamique. Quand Jadot a lâché sa candidature, et c'est courageux, parce que je pense que dans une carrière politique, on veut être président, là, il a lâché sa candidature pour aller avec Hamon, ça n'a pas entraîné de dynamique. Je dirais même l'inverse, si on regarde le sondage, ça n'a fait que couler. Donc ce n'est pas la solution. Et pourtant, il y a des gens qui ressortent ça. Et moi, je veux dire, je pense qu'une grosse partie des gens, peut-être qu'Anne Hidalgo ne le pense pas, peut-être qu'Arnaud Montebourg, là, bon, après la grosse erreur qu'il a fait, il n'a que ça pour sortir un peu en beauté. Mais je pense qu'il y a derrière aussi beaucoup de gens qui font pression pour se partager plutôt les postes d'après, les postes des législatives. Parce que derrière, il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur poste. Je pense que beaucoup de gens du PS, là, se disent que s'ils font un score à 4-5%, ça va être dur pour les législatives. Donc il faut au moins faire des stratégies d'alliance pour pouvoir, on va dire, se partager les circonscriptions. Et là-dessus, ils sont très très forts. Donc vous voyez, moi, quand on me parle d'alliance des gauches, moi, je vois qu'une seule chose, je vois alliance des postes. Et par expérience, de ma moindre expérience politique que j'ai rencontrée, il y a beaucoup de gens qui savent toujours où se trouvent les postes et qui finissent par les trouver. Je l'ai dit, certains pressent Taubira de revenir. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette proposition ? Mais alors, pour moi, depuis le début, la primaire populaire, c'est un truc qui sert à faire émerger quelqu'un comme Taubira. Parce que, enfin, à un moment, si cette question-là turbine beaucoup les gens de gauche, bon, bah, ils regardent les sondages, ils regardent aussi l'ancienne présidentielle, ils regardent, on va dire, l'homme ou la femme de gauche qui est la mieux à même de gagner, et tout le monde se met en ordre de bataille derrière cette personne-là. D'ailleurs, peut-être que là, plutôt que de proposer une primaire comme le fait Montebourg, enfin, ou une alliance comme le fait Montebourg, ou une primaire comme le fait Hidalgo, il ferait mieux de s'effacer et de choisir un autre candidat qui les représenterait mieux. Je sais pas, Hidalgo pourrait dire « je n'y vais pas, c'est Jadot, en fait, qui... voilà ». Et je soutiendrai Jadot. Mais ils ne veulent pas faire ça, ils veulent parce qu'il y a cette histoire, comme je vous l'ai dit, de poste. Donc pour moi, Taubira, en fait, c'était vraiment... voilà, de la primaire populaire, il ne pouvait émerger que quelqu'un comme Taubira. Et d'ailleurs, depuis le début, on nous raconte ça, Taubira est numéro 1, les gens veulent que ce soit Taubira, etc., etc. Bon, moi, Taubira, j'ai rien contre, je constate juste un certain nombre de choses. C'est une militante antiraciste, ça on est tous d'accord, une militante sur les questions sociétales qui est extrêmement douée, et qui est une personne voilà, qui a une culture générale. Enfin, mais sur l'économique, n'oublions pas quand même qu'elle est restée très longtemps dans le gouvernement Valls. Je veux dire, tout le monde Cécile Duflot est partie, Aurélie Filippetti est partie, Montebourg est parti, Hamon est parti, les frondeurs étaient là, elle est restée. Le CICE, la loi travail, les baisses de dotation aux collectivités locales, ça ne l'a pas dérangée. Elle a mis du temps à partir. Et donc moi, sur les défis qui nous amènent après 2022, qui sont quand même pour moi, et on l'a vu avec l'histoire de la Cour des comptes, des coupes très très fortes sur l'État social, sur l'assurance maladie, sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur les aides sociales. Je me dis, Taubira, je ne sais même pas si elle va sentir ce truc. Enfin, vous voyez, sur d'autres choses, c'est vrai qu'on est dans un climat délétère, où on parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup de choses assez horribles. Et là-dessus, ça fait du bien d'écouter Taubira. Mais sur la question économique qui est au cœur, en réalité, de la campagne, même si les médias en parlent moins, mais qui est au cœur, moi, je serais très inquiet. Parce que je pense qu'elle est capable de laisser la case de l'assurance maladie, de faire des économies sans aucun problème, parce qu'elle l'a déjà fait dans le passé.
et y compris dans ses engagements du passé. La question économique, ce n'est pas la question, elle est la plus forte là-dessus. Elle est plutôt même libérale. Donc moi, Taubira, ça fait plaisir à une gauche qui est, moi j'appellerais ça toujours la gauche déconnectée. C'est-à-dire la gauche qui est toujours sensible à ce qui se passe très loin, mais très peu à ce qui se passe très près. C'est-à-dire le périscolaire, ça ne la touche pas. Alors pourquoi ? Peut-être que les enfants sont dans des écoles où il n'y a pas de périscolaire privé, peut-être que les enfants sont gardés par je ne sais quoi. Quand on a un enfant qu'on met dans le public, on a été affecté. Déjà, on voit le périscolaire travailler, puis on a été affecté par cette grève. Il y a très peu de gens de gauche, je crois, par M. Roussel, qui ont soutenu les grèves du périscolaire. Et ça, c'est un vrai problème. Ça en dit beaucoup sur la gauche pour moi. Vous voyez ? Et ça, la gauche Taubira, je pense que le périscolaire, elle s'en moque. Je pense que les collectivités locales, elles s'en moquent. Et donc, je pense que moi, Taubira, c'est le candidat de la primaire.org et d'une partie de la gauche, mais ce ne sera pas un candidat qui changera la vie des classes populaires. Justement, t'en parles, compte tenu de la crise, pourquoi la gauche, selon toi, n'arrive pas à être en tête des sondages aujourd'hui ? Je sais pas, c'est très difficile à dire, mais moi je vois qu'il y a quand même disons-le, il y a des gros thèmes de campagne qui sont prises par une partie des chaînes qui ont été mises en avant, des thèmes sur l'immigration, sur la sécurité, etc. Quand vous défendez d'autres thèmes, je pense sur le périscolaire, sur les collectivités locales et tout, ça fait beaucoup moins le buzz, on va dire, médiatique que ces thèmes-là. Mais après, malgré tout, je pense qu'il faut faire son autocritique. Je pense que ce qui a fait la force à un moment du Front National, c'est de repartir des problèmes des territoires. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y a une grosse partie des territoires du Nord qui sont les plus appauvris, qui étaient des anciens bastions communistes, qui sont passés au Front National. Pourquoi ? Parce que le Front National leur a parlé de protectionnisme, leur a parlé de réindustrialisation, leur a parlé de choses comme ça, alors qu'à l'époque, le PS leur parlait de traités de libre-échange avec le Canada, de mondialisation et d'énormément de sociétal. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, qui a manqué pendant très longtemps à la gauche, c'est qu'elle n'a pas parlé, en fait, des problèmes, moi, je pense, du quotidien des Français. Et je pense aussi, il y a eu tellement de trahison que même quand elle en parle aujourd'hui, il y a une grosse partie qui n'y croit pas. Si demain on dit, écoutez, je vais mettre tant de milliards dans l'hôpital ou je vais recruter 100 000 postes de fonctionnaires, ce qui coûterait l'équivalent de ce qu'on a perdu avec l'ISF, 4 milliards, c'est-à-dire pas plus pour avoir 100 000 postes de fonctionnaires dans l'éducation, dans l'hôpital ou dans la petite enfance, les gens n'y croient plus. Ils disent non, ils préfèrent que tu leur dises, écoute, je te supprime la taxe machin, ça te fera 100 € en plus, ou de te dire, écoute, je sais que tu es mal, demain tu vas très mal, donc je vais faire en sorte que je vais virer une partie des immigrés, comme ça, toi, tu garderas ton poste. Ils préfèrent entendre, ils croient plus à ce type de discours qu'un discours, on va dire, d'investissement. Donc ça, c'est un problème. Mais moi, je pense que ce problème est dû au fait que pendant un certain temps, la gauche ne s'est pas occupée de ça. Je veux dire, moi, je me souviens, ça avait été dans les journaux, que des gens du PS disaient, on peut passer des heures à parler de telle chose, de tel problème sociétal, et on va parler 3 minutes du SMIC. Vous voyez ? Et là, il y a un vrai problème, c'est que la majorité des gens qui vivent sur le revenu médian, ils ont des problèmes de fin de mois difficiles, ils ont des problèmes de transport en commun, ils font partie des 22 millions de Français qui ne partent jamais en vacances. Et tout a été fait, en fait, ces dernières années pour rendre la vie de ces gens-là encore plus difficile. Donc si on ne part pas de la base pour faire un programme, et qu'on reste sur de l'incantation, sur de l'humanisme un peu bébête, sur des choses comme ça, voilà, ce sera toujours la gauche un peu déconnectée, ce qu'on a appelé jadis la gauche caviar. Et il y a une partie de cette gauche-là qui va vous dire n'achetez pas de sapin de Noël, enfin, qui reste sur des thématiques qui sont annexes aux vrais problèmes de la majorité des Français, c'est-à-dire 50% des Français qui vivent sous le revenu médian, qui sont des problèmes de fin de mois difficiles, des problèmes de vie quotidienne extrêmement difficiles. Et moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait vraiment axer le travail, parce que pendant des années, moi, je pense que la gauche, une partie de la gauche social-démocrate notamment, a oublié ces classes populaires-là. Merci Thomas. Avant de conclure cet épisode de l'Instant Porcher, je vous rappelle donc que le Média TV entre dans sa campagne de dons de fin d'année qui conditionne sa survie. Nous avons besoin de notre audience pour assurer une information indépendante sans pub ni actionnaire. Vous pouvez nous faire un don sur la plateforme OKPAL. Merci à vous. On attend vos partages, vos petits pouces en l'air sous la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cet Instant Porcher pour toujours mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine.